Bonsoir Alexander Markogonov. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade de Russie en France. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau avec Ulysse Gosset et Guillaume Fard qui vont m'accompagner pour cet entretien. On va commencer bien sûr avec ces déclarations sur le conflit ukrainien. Nous n'excluons que les forces russes puissent frapper les instructeurs français. Déclaration aujourd'hui du porte-parole du Kremlin qui, dans la foulée, ont été d'une certaine manière précisées par le chef de la diplomatie russe. On va l'écouter. En ce qui concerne les formateurs français, j'ai des raisons de croire, et il existe de nombreux faits à ce sujet, qu'ils travaillent déjà en Ukraine. Quel que soit leur statut, militaire de l'armée française ou mercenaires, ils représentent une cible tout à fait légitime pour nos forces armées. Ils représentent une cible tout à fait légitime. Comment interpréter ces propos? C'est une nouvelle provocation? En France, vous avez un vieux principe que vous connaissez mieux que moi, la guerre comme la guerre. Donc si vous envoyez vos spécialistes, vos instructeurs, vos conseillers militaires, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais le mot-clé ici, c'est militaire. Si vous envoyez vos militaires en Ukraine pour qu'ils forment les combattants ukrainiens comment mieux cibler et tuer les Russes, bien sûr, ils se rendront compte du fait que ces spécialistes militaires, ces instructeurs militaires constitueront naturellement une cible légitime pour les forces armées russes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça ne doit pas vous étonner, je vous répète, à la guerre comme à la guerre. Donc là, le but, le missile ou une balle tirée, il ne distingue pas entre les Français, les Polonais, les Ukrainiens, il ne distingue pas en fonction de la langue, de la race, de l'appartenance ethnique, de la nationalité. Ils sont lancés et ils vont droit au but là où ils sont tirés. Donc là, naturellement, si les militaires français se retrouveront à côté des combattants ukrainiens, ils ont de très grands risques d'être touchés par les tirs russes. C'est à partir de maintenant, c'est une nouvelle consigne qui a été donnée aux militaires russes engagés sur le front. C'est pas une nouvelle consigne. La partie russe a commencé déjà à évoquer ce genre d'avertissement depuis les premières déclarations de la partie française, depuis le mois de février, je crois, sur la perspective de l'envoi des troupes françaises ou en général occidentales en Ukraine. Donc là, en principe, c'est rien de nouveau, on le répète et on continue à avertir tout simplement pour éviter le pire. Donc c'est un avertissement? C'est un avertissement assez clair. Vous nous dites qu'il n'y a pas d'immunité pour les Français qui seraient en Ukraine. Ce sont des instructeurs, ce ne sont pas des combattants. Est-ce que vous faites la différence entre ceux qui forment, les Ukrainiens, et ceux qui combattent? Nous en faisons une, et en particulier la coalition d'instructeurs qui est en ce moment mise au point avec la France et d'autres pays, comme la Lituanie, la Grande-Bretagne. C'est une coalition d'instructeurs. Pour vous, c'est la même chose que des combattants? Ces instructeurs vont instruire les Ukrainiens, nos adversaires aujourd'hui, les combattants ukrainiens, comment mieux cibler et tuer les Russes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pour nous, ils ont le même statut en principe que les combattants ukrainiens. Vous pouvez les appeler, comme je l'ai déjà dit, les instructeurs, je ne sais pas, conseillers, spécialistes, mercenaires, peu importe leur statut. Pour nous, en tout cas, c'est des cibles. Parce que là, ils sont de côté de nos adversaires. Oui, mais ces déclarations sont inédites. Pourquoi sont-elles faites et formulées aujourd'hui et maintenant par le porte-parole du Kremlin? Qu'est-ce qui a changé là, en l'espace de quelques jours? Mais comme vous le voyez, d'après les déclarations que nous entendons de Paris, cette idée d'envoi des troupes occidentales en Ukraine se concrétise, se cristallise. Donc là, au fur et à mesure, nous aussi, nous avertissons justement pour éviter cet affrontement direct de nos troupes sur le front ukrainien. Il y en a déjà des Français sur le sol ukrainien, c'est un secret de polichinelle. Exactement, c'est un secret de polichinelle, ça ne fait qu'officialiser. Et donc jusqu'à présent, la distinction était faite? Non, mais là, maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, ça devient de plus en plus officiel. Donc là, nous, de notre côté, nous officialisons de plus en plus nos avertissements que nous avons déjà évoqués en principe. Et donc, ça veut dire qu'il y a un pas qui a été franchi. Au cours de précédentes interviews, on vous demandait est-ce que la France est toujours un pays ami ou est-ce un pays ennemi? Est-ce qu'aujourd'hui, la France est un pays en guerre avec la Russie, qui entre en guerre potentiellement avec la Russie? Oui. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Vous voyez que... en principe, l'envoi des troupes françaises en Ukraine rapproche la France, mais vraiment rapproche grave à cette ligne à partir de laquelle commence la participation directe au conflit.
non seulement de facto, mais de jure aussi. Donc là, ça augmente vraiment les risques de co-belligérance française avec tous les dangers qui en découlent. Mais la France est un pays ennemi aujourd'hui ou pas? Est-ce que la France est un pays ennemi? Est-ce que vous êtes en guerre, la Russie contre la France? Vous savez, la Russie n'est pas en guerre contre la France. Le problème, c'est que la France est un participant assez actif et enthousiaste, je dirais, de la guerre hybride contre la Russie, déclenchée par l'Occident collectif. Nous le voyons sur tous les fronts, entre guillemets, que ce soit le front politico-diplomatique, économique, voire culturel, médiatique, bien sûr. Donc là... On va parler de la guerre hybride dans un instant, mais ce que vous dites, c'est qu'à partir de maintenant, si un soldat russe sur le front se retrouve face à un militaire français, qu'il distingue son uniforme français et quelle que soit sa mission, la mission qui lui est confiée, il a pour consigne, il a le droit de tirer sur ce militaire français. Ça, bien sûr, ça dépend de la situation sur le terrain. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas sur le terrain. Mais en principe, comme je vous l'ai déjà dit, puisque les troupes, que ce soit les troupes françaises, les militaires français ou d'autres militaires étrangers, peu importe leur statut, mais ils se trouvent du côté de nos adversaires. Ils aident nos adversaires à mieux nous cibler et à nous tuer. Mais comment vous voulez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on les offre des cadeaux, qu'on les envoie des bonbons? Bien sûr, on va leur envoyer des tirs. Et cette consigne vaut aussi pour les instructeurs américains ou britanniques, s'il y en a? Je veux dire, peu importe leur nationalité, bien sûr. Et c'est ça qui est très dangereux parce que ça augmente énormément les risques d'affrontement direct entre les puissances nucléaires, dont la France, qui est en première ligne aujourd'hui du front anti-russe. Il y a une autre décision de la France, c'est d'autoriser que les armes françaises soient utilisées pour atteindre les cibles militaires russes qui frappent l'Ukraine. Par exemple, la ville de Kharkiv. C'est-à-dire que les Russes bombardent Kharkiv. Et les Ukrainiens, jusqu'à présent, n'avaient pas le droit d'utiliser les armes occidentales, françaises ou américaines, ou allemandes même. Et maintenant, ils le peuvent. Ça change quelque chose, ça change le paradigme de cette guerre. Ça veut dire que on se rapproche, comme vous dites, d'un conflit direct. Mais est-ce que vous comprenez qu'on ne peut pas laisser les Russes bombarder l'Ukraine sans réagir, sans donner aux Ukrainiens les moyens de se défendre, tout simplement? Ça change d'une manière très dangereuse le paradigme de la guerre parce que nous savons très bien comment s'effectue l'utilisation des missiles à longue portée fournis en Ukraine par l'Occident, y compris par la France. L'Ukrainien, en principe, là, ils sont pour rien. Ces missiles-là ne peuvent pas être utilisés sans les moyens du renseignement satellitaire. Les Ukrainiens n'ont pas ces capacités-là, c'est les pays de l'OTAN qui les ont. Puis, en ce qui concerne le ciblage et la programmation du plan de vol, c'est les pays de l'OTAN, les propriétaires de ces missiles qui le font. Alors, en principe, vous voyez le lien, vous voyez la logique. C'est pratiquement comme si la France... ciblés directement avec leurs missiles. Vous dites que c'est un avertissement contre les Français ou les Occidentaux en général. Est-ce que ce n'est pas aussi un avertissement adressé à Vladimir Poutine de dire arrêtez la guerre, arrêtez de bombarder l'Ukraine? C'est ça l'avertissement. Si vous continuez, eh bien, nous serons obligés de prendre des moyens supplémentaires pour défendre l'Ukraine. Quand vous dites arrêtez de bombarder l'Ukraine, mais vraiment, je crois que vos spectateurs, ils imaginent vraiment quelque chose de horrible, les villes détruites, etc. On voit les images, excusez-moi, on voit les images. Vous pouvez aller aujourd'hui à Kiev ou dans les villes, villes ukrainiennes à l'ouest du pays. Donc là, la vie continue. Les gens fréquentent les restaurants, les gens font la fête. Mais Kharkiv est bombardé, vous le savez bien. Kharkiv n'est pas bombardé, tout d'abord. Ah, on a vu un supermarché la semaine dernière. Le supermarché où étaient abrités les équipements militaires de l'armée ukrainienne, il fallait le dire, il n'y avait aucun visiteur de ce supermarché. Il y avait 200 personnes à l'intérieur des acheteurs. Il n'y avait personne. Il y avait des acheteurs. Vous avez vu des cadavres? Et il y avait des dizaines de blessés, vous le savez bien. Vous n'avez vu aucun cadavre. Mais ne me dites pas que vous ne bombardez pas Kharkiv quand même. Vous savez bien que vous bombardez Kharkiv. C'est une grande ville, il y a plein de civils qui sont toujours là, on ne peut pas bombarder la ville. Et vous ne voulez pas prendre Kharkiv? Vous ne voulez pas prendre Kharkiv? Non. Là, c'est déjà, vous savez, c'est hors de ma compétence. Ça appartient à notre commandement militaire de décider comment faire après avec Kharkiv. Vous avez quand même des informations sur ce sujet. C'est une bonne question. Vous ne voulez pas récupérer Kharkiv? Aujourd'hui, nous sommes en train de créer justement cette zone de sécurité pour sécuriser notre région limitrophe qui est Belgorod des frappes ukrainiennes. Donc là, prendre Kharkiv, c'est pas forcément l'objectif principal. Je vous rappelle que la Russie a voulu prendre Kharkiv au début de la guerre et que ça n'a pas été possible. Aujourd'hui,
il y a une offensive russe. Là, vous ne la niez pas. Oui, la question, mais qui vous a dit ça, que la Russie voulait prendre Kharkiv? Parce qu'on l'a vu, on l'a vu. Vous avez vu que la carte, et en fait, ça ne veut rien dire. Peut-être qu'on voulait juste... Oui, voilà. Messieurs, puisque vous parlez du soutien logistique des Occidentaux à l'Ukraine, allons sur la venue du président ukrainien Volodymyr Zelensky. On parlera ensuite des ingérences, des soupçons d'ingérence russe dans la deuxième partie. Mais Zelensky va arriver jeudi à l'occasion sur le sol français des commémorations du 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Et on a appris ce soir que vendredi, il prononcerait un discours à l'Assemblée nationale et qu'il serait aussi reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. À l'occasion de cette venue du président ukrainien, le président de la République pourrait faire des annonces sur de nouvelles aides fournies à l'Ukraine. Vous parliez du soutien des Occidentaux à l'Ukraine. Quel est aujourd'hui, en termes justement de soutien militaire, de soutien logistique, quelle est la ligne rouge pour les Russes? En principe, je ne peux pas commenter ce qui n'a pas encore eu lieu. Donc là, on attend d'abord les déclarations du président français, s'il y en a. Donc là, mais en principe, comme vous le voyez vous-même, depuis le début de l'opération militaire spéciale, depuis le mois de février 2022, les lignes rouges sont franchies l'une après l'autre. Donc, au début... Mais précisément, vous ne cessez de dénoncer l'implication, selon vous, de plus en plus forte de la France dans ce conflit. Qu'est-ce qui, pour vous, serait inacceptable, qui pourrait être annoncé vendredi? Vous avez 2-3 idées, j'imagine. En principe, mais tout est inacceptable. Reste à savoir ce qui reste inacceptable pour la France et pour le peuple français. Reste à savoir quels sont les intérêts de la France en Ukraine et comment la participation, cette implication militaire de plus en plus profonde de la France correspondent aux intérêts vitaux de la France et des Français. Est-ce que les intérêts français sont tellement menacés en Ukraine qu'il faut fournir non seulement massivement les équipements militaires et les missiles longue portée et aussi des militaires, mais aussi continuer cette fuite en avant? Parce que je ne suis pas sûre que vous soyez la bonne personne pour parler des intérêts français, mais en tant que Russe, en tant que représentant du gouvernement russe, qu'est-ce qui serait inacceptable comme annonce? Mais je vous dis, mais en principe, c'est déjà inacceptable parce que ça ne fait que prolonger le conflit. Ça ne fait qu'écarter la perspective du règlement politico-diplomatique du conflit. Donc, alors justement, c'est pour jeter de l'huile sur le feu. Justement, vous plaidez pour la diplomatie et tout le monde veut la paix, la France également. Ouais. Mais il y a une conférence qui va être organisée en Suisse, à l'initiative de la Suisse et de l'Ukraine, et la Russie n'y participe pas. Pourtant, c'est l'occasion de parler justement de la paix. Justement. Pourquoi vous n'y allez pas? Tout d'abord parce qu'on n'est pas invité, c'est la première chose. Et deuxième chose, si on n'était pas invité, on ne serait pas là parce qu'on ne peut pas prendre au sérieux ce genre de conférences ou de manifestations qui sont vouées à l'échec d'avance. Parce qu'en principe, qu'est-ce que ça va être? Les pays occidentaux vont essayer d'obtenir le soutien du Sud global et puis d'avancer à la Russie tout un paquet d'ultimatums, y compris la capitulation, les réparations, etc. Mais la Russie n'est pas dans une position de capituler, comme vous le voyez en regardant la carte. Donc il n'y a aucune discussion possible? Non, mais bien sûr, tout est possible. La Russie reste toujours ouverte au dialogue, mais le dialogue vraiment franc, le dialogue sérieux, où nos intérêts vitaux sur le plan sécuritaire seront pris en compte, le dialogue qui prend en compte les réalités géopolitiques, c'est-à-dire les nouvelles régions qui sont entrées en Russie suite au référendum, et puis plein d'autres détails, y compris les mesures qui protègent les droits des minorités russophones en Ukraine, qui sont visés à la démilitarisation et dénazification de l'Ukraine. Il y en a beaucoup, donc là c'est connu en principe, ça ne fait que reproduire les objectifs principaux de l'opération militaire spéciale. Fait que Volodymyr Zelensky s'exprime vendredi à l'Assemblée nationale devant les députés en France, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous allez l'écouter? Peut-être je vais l'écouter, mais je n'attends rien de nouveau. En principe, j'imagine qu'il va remercier la France pour l'aide militaire et commander encore de l'aide militaire ou financière comme il le fait d'habitude, partout, pendant cette tournée occidentale. Vous ne participez pas à la conférence en Suisse, Zelensky vient à Paris, l'Occident augmente son aide. Il n'y a pas de négociation, la guerre continue et la guerre va continuer. Mais la guerre va continuer. L'Occident fait tout pour que cette guerre continue éternellement parce que c'est un très bon moyen
d'utiliser le régime zombifié et criminel terroriste de Zelensky installé à Kiev et les Ukrainiens, les pauvres pris en otage par ce régime, contre la Russie pour l'endiguer et pour... Je vous rappelle quand même que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine, c'est pas l'inverse. Et pour vous parlez d'un régime que vous condamnez, son développement normal et son renforcement. Non, vous pouvez pas non plus oublier le passé. Il y a eu quand même une invasion de l'Ukraine par la Russie. Justement, et si on se rappelle le passé, il faut qu'on aille plus loin. En 2014, le régime de Kiev a installé par le biais d'un coup d'État à Kiev. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à terroriser sa propre population à l'est du pays. Alors, vous parlez d'un gouvernement criminel, zombifié, terroriste. Ouais. Ça veut dire que si un jour discussion il y a, puisque vous dites que vous êtes ouvert au dialogue si les intérêts russes sont défendus, est-ce que Zelensky pourrait être un interlocuteur de ces discussions? C'est encore une très bonne question. Avec qui négocier? Le président Zelensky, dont la légitimité après le 20 mai pose une très grande question. Donc là, si c'est un interlocuteur fiable ou si il faut qu'on négocie avec quelqu'un d'autre qui représentera l'Ukraine, peut-être ce seront les amis, entre guillemets, occidentaux de l'Ukraine, peut-être ce sera un autre représentant du régime de Kiev. C'est une question vraiment à part, reste à préciser. C'est une très bonne question. Il y a une autre bonne question, c'est, vous savez que c'est l'anniversaire du D-Day, du débarquement, finalement, du début de la défaite de l'Allemagne nazie, et la Russie ne sera pas présente sur les plages de Normandie. Oui. En 2014, Poutine est venu en Normandie, et il y a eu une négociation dite sous le format de Normandie, qui a abouti à un accord, justement, pour essayer d'éviter la poursuite de la guerre. Oui. Vous regrettez de ne pas être invité sur les plages de Normandie, que la Russie ne soit pas présente et qu'il n'y ait pas un nouveau dialogue de Normandie, justement, sur l'Ukraine? Vous savez, cette soi-disant, entre guillemets, non-invitation de la Russie à cet événement, le 6 juin, n'en fait que montrer à quel point la mémoire historique peut être partielle et courte. Je dois vous rappeler que c'est grâce à l'Union soviétique et à l'Armée rouge, grâce à ses succès à Front de l'Est en 1944, que cet débarquement a eu lieu. C'est justement l'Union soviétique qui a permis ce débarquement, parce qu'en principe, en 1944, le destin du Troisième Reich a déjà été scellé. En juillet 1944, l'Armée rouge était déjà en Pologne en train de libérer ce pays. Oui, enfin, si les Américains n'avaient pas débarqué, ça n'aurait pas été la même chose quand même. Hein. Tout était en principe clair. Donc là, les Américains, bien sûr, ils ont décidé de débarquer tout de suite pour que les Russes ne libèrent pas Paris, par exemple, comme c'était en 1814. Ça, c'est le dessin est clair. Mais alors, vous regrettez répondez, on ne va pas refaire toute l'histoire. On sous-estime jamais la contribution de nos alliés occidentaux dans la victoire commune, mais il ne faut pas non plus sous-estimer, voire mépriser la contribution cruciale de notre pays dans la victoire commune contre le nazisme. Je dois vous rappeler que c'est grâce à l'Union soviétique et grâce à l'accord entre Staline et Charles de Gaulle que la France a trouvé sa place parmi les puissances vainqueurs du nazisme. La France profite de cet événement historique jusqu'aujourd'hui, parce que c'est ça qui a permis à la France, par exemple, aussi de prendre sa place parmi les fondateurs des Nations Unies et vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité. Vous savez pourquoi Vladimir Poutine, ce n'est pas la Russie, c'est Poutine qui n'est pas invité, parce que Poutine, c'est l'envahisseur de l'Ukraine. Non, c'est la Russie qui n'est pas invitée. Ça s'est dit déjà officiellement par Paris. Bon, aucun regret, parce que pour nous, comme vous le savez, le jour rouge, entre guillemets, du calendrier, c'est le 9 mai, le jour de la victoire, que nous fêtons toujours chaque année. Et puis, vous savez, ce débarquement, mais bon, en principe, laissons ça sur la responsabilité des dirigeants occidentaux qui méprisent leur propre mémoire. Aucun regret, mais on vous sent amer quand même. Vous savez, nous avons déjà en quelque sorte l'habitude de voir les réécritures de l'histoire. Donc pour nous, c'était pas un coup dur. Donc là, bien sûr, nous sommes déçus par cette attitude à notre histoire commune en principe, parce que c'est une histoire tragique et glorieuse à la fois. Je dois vous rappeler, par exemple, ce sera intéressant, c'est un fait peu connu au public français, que pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le sol français, il y avait 35 000 ressortissants russes et soviétiques qui se battaient ici contre le nazisme. 35 000, dont 7 000 ont trouvé la mort au combat. Ils sont enterrés dans les régions du centre de la France, au nord de la France, dans les cimetières militaires. Donc ce que la Russie a fait pour la France pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, tout s'oublie. Ça s'oublie très très vite. C'est instrumentalisé à des fins politiques en faveur de la conjoncture politique du moment. Mais
Comme disait Nietzsche, l'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue. Il y aura quand même un hommage à l'escadrille Normandie-Niemen qui a participé évidemment à la libération de l'Europe. On l'espère. Mais quand vous dites tout s'oublie, on ne peut pas oublier l'invasion de l'Ukraine. C'est surtout ça. C'est pour cela aujourd'hui qu'il y a ce problème. Le passé, sinon la Russie serait bienvenue, elle l'a été en 2014. Précisément, c'est cette invasion russe en Ukraine et cette question, combien de temps ça va durer? Jusqu'où irez-vous? Ça va durer jusqu'à ce que les objectifs fixés au début de cette opération militaire spéciale ne soient atteints, que ce soit par la voie diplomatique, si possible, mais puisque les perspectives de la solution diplomatique ne se profilent, ce sera l'opération militaire spéciale continue et ce sera atteint peut-être par la voie militaire. Et en l'état, aujourd'hui, quels sont les objectifs militaires? Et comment décririez-vous la situation? Tout d'abord, il y a deux objectifs globaux. C'est de protéger nos gens qui habitent sur nos terres ancestrales et puis écarter et neutraliser les menaces qui proviennent du territoire de l'Ukraine qui a été, ces dernières années, soigneusement, par les mains de ses alliés occidentaux, transformé en anti-Russie. Et donc, il y a toute une liste de mesures à adopter en ce sens, comme je l'ai déjà évoqué, dénazifier l'Ukraine, démilitariser l'Ukraine, puis faire garantir les droits des minorités russophones, puis accepter les nouvelles réalité géopolitique, puis ça veut dire quoi fixer le statut non nucléaire et statut neutre de l'Ukraine. Protéger les gens qui habitent sur nos terres ancestrales. Je ne suis pas sûre que ceux qui vous regardent voient exactement où vous voulez en venir. C'est la région du Donbass, bien sûr, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, puis la région de Kherson, Zaporogie, la Crimée, bien sûr. Donc là, ce sont des terres inaliénables. C'est la Russie, c'est désormais la Russie. Donc là, on ne marchande pas nos terres et on ne marchande pas surtout nos gens. Donc là, il faut que ce soit pris en compte, il faut que ce soit validé. Et là, c'est les bonnes bases pour négocier. Nous sommes, je le répète, nous sommes toujours ouverts au dialogue, pourvu que les initiatives pour ce dialogue soient sérieuses. Alexander Makogonov, ces dernières semaines, les actes d'ingérence contre la France se multiplient de diverses manières, et ce notamment à l'approche des élections européennes et surtout à l'approche des Jeux Olympiques qui vont se tenir à Paris. La menace est prise très au sérieux par le gouvernement français. Gabriel Attal s'est exprimé encore aujourd'hui à ce sujet. C'était à l'Assemblée nationale. Écoutez. Il y a eu ces étoiles de David taguées sur des murs de plusieurs communes d'Île-de-France. Il y a eu ces mains rouges honteusement peintes sur le mémorial de la Shoah. Et il y a eu, il y a quelques jours, ces faux cercueils déposés sous la Tour Eiffel et portant l'inscription de soldats français de l'Ukraine. 3 outrances parmi bien d'autres, 3 infamies qui visent à nous manipuler, 3 infamies, et les enquêtes sont encore en cours, qui portent la marque de l'ingérence. La réalité, c'est que notre pays et notre continent font l'objet d'ingérences étrangères, de tentatives de déstabilisation. Que cherche la Russie à travers ces opérations de déstabilisation? Si vous vous souvenez, dans les années 80, à la radio française, il y avait une émission très populaire qui s'appelait « Le tribunal des flagrants délires ». Moi, je crois que toutes ces histoires autour des ingérences russes pourraient constituer vraiment un sujet infaillible et permanent pour cette émission si elle existait aujourd'hui. Donc, vous savez, de la même logique, vous pouvez accuser les Russes d'avoir gâché la récolte des viticulteurs chablisiens cette année à cause du gel en avril et de la grêle en mai. Je ne serais pas étonné si un jour mon pays sera accusé d'avoir coulé le Titanic parce que ce fameux iceberg fatal pourrait se détacher du glacier sibérien et être téléguidé par les méchants russes. Mais non. Il faut que même la folie ait ses limites. Sérieusement. Vous n'avez rien d'autre à répondre? Mais sérieusement, j'ai rien d'autre à répondre parce que c'est tellement ridicule. Tout ce paquet, tout ce ensemble d'accusations, il n'y a aucune preuve. C'est pas la première fois que vous allez régler vos comptes sur un pays ou un territoire étranger. C'est-à-dire, on a suivi vos agents à la trace au polonium en territoire britannique en 2006. Vous avez tué un des vôtres en 2018. Les services britanniques le disent. Ça. Les étoiles de David, c'était les Moldaves derrière. Les empreintes rouges à la peinture, c'était les Bulgares. Oui. Pour les cercueils, c'était vraiment comme une anecdote là. C'était un Allemand, un Ukrainien, un Bulgare. Et vous voyez les Russes. Vous voyez les Russes
partout. Ben non, mais pourquoi la Bulgarie en voudrait à la France? Sans aucune preuve. Désigné coupable sur la base du fort probable, mais ça franchement c'est du nouveau dans la jurisprudence et dans l'état du droit. Pourquoi qui est la France. les Bulgares et les Moldaves en voudraient à la France? C'est très intéressant. Demander aux Bulgares et aux Moldaves. Oui, parce que bizarrement, c'est pas les Vietnamiens Vietnamiens ou les Philippins, c'est à chaque fois vos voisins. Enfin, c'est pas non plus les Argentins ou les Chiliens. Non, vous les considérez comme Européens, c'est plutôt vos voisins. Hein. Vous les considérez comme les vôtres. Géographiquement, ils sont plus proches de chez vous que de la France. C'est vrai, mais ils se trouvent tous en France. Pourquoi à chaque fois les regards se tournent vers l'Est? C'est très intéressant. On aimerait bien savoir aussi, parce que là, j'ai entendu une formule géniale aujourd'hui. Alors, c'était hier, puisque ces trois personnes, alors, se sont dirigées vers l'Est. Donc là, forcément, ils sont liés avec la Russie. Il n'y a pas que ça, Alexandre Makogonov. Le gouvernement français vous désigne, et pas seulement. Un rapport d'un observatoire de Microsoft accuse aussi la Russie d'avoir intensifié sa campagne de désinformation visant les Jeux Olympiques de Paris. Il y a aussi la vice-présidente de la Commission européenne qui parle d'attaques de désinformation de plus grande ampleur qui ont été constatées sur des sujets spécifiques, les JO et la Nouvelle-Calédonie. Et du côté de l'Allemagne, les questions d'immigration et de sécurité à chaque fois. Tous les regards se tournent vers la Russie et les accusations, là en l'occurrence, sont explicites. Tous les regards. Que répondez-vous? Tous les regards, les accusations, vous avez raison, les regards, mais aucune preuve. Aucune preuve. Même les terroristes en France, qui sont pris en flagrant délit, dont la responsabilité est indéniable, sont jugés par le tribunal, avec tous les éléments du dossier, avec les avocats, selon la procédure. Mais là, ici, la Russie est coupable tout de suite, sans aucune preuve. Mais dans le monde numérique, quand on met à jour que sur le réseau social X en particulier, des comptes qui sont reliés à des sites internet russes, hein, c'est pas d'un autre pays du monde, font monter des sujets artificiellement qui dénigrent la France. Pourquoi? Vous nous en voulez en particulier? La Russie ne peut pas être responsable pour tous les comptes qui existent sur Internet. Non, ça peut être des comptes qui sont créés à des comptes russes. Qui peuvent être créés dans n'importe quel pays, mais voir les Russes partout, mais vous voyez, franchement, vos concitoyens vont mal dormir à cause de cette paranoïa qui est cultivée par les médias français. Il faut s'arrêter à un moment donné. C'est de la paranoïa. Mais c'est de la paranoïa totale, mais c'est la paranoïa qui est très... disons, soigneusement préparé et cultivé, justement pour manipuler l'opinion publique, pour maintenir toujours ce degré très haut de la russophobie, pour imposer aux Français ce sentiment, cette méfiance à l'égard de la Russie, ça n'a rien à voir avec le conflit ukrainien ou le fait que la Russie ne sera pas représentée au JO comme elle l'aurait souhaité. Rien à voir avec ça non plus. J'ai pas compris. On est parano, la France est parano. Non, vous savez, quand vous dites la Russie essaie de dissuader les spectateurs, comment ça se formule là par Microsoft, d'essayer de dissuader les spectateurs de venir aux Jeux Olympiques. Vous savez, la seule chose qui concerne la Russie, qui peut vraiment dissuader les spectateurs de venir aux Jeux Olympiques, c'est l'absence des sportifs russes. Mais vous avez quand il y a certaines disciplines sportives, la présence russe est incontournable. Mais justement, vous avez commencé votre propos en disant à la guerre comme à la guerre. Pourquoi vous n'assumez pas que vous ripostez numériquement dans le cadre d'un conflit? Vous n'assumez pas le fait que, précisément parce qu'il y a cette rivalité, vous menez des mesures qui sont des mesures de contre-offensive. Sur ce point. C'est à tel point paradoxal ce que vous dites, parce que vous savez ce que c'est une réingérence. Une réingérence, c'est lorsque la France fournit au régime néo-nazi de Kiev les missiles de longue portée, les armements, les munitions, les renseignements pour bien tuer les Russes. Si c'est pas une ingérence, c'est quoi selon vous? C'est quoi selon vous? Trouvez un terme. Quoi donc? Et puis chacun sa vision de l'ingérence. La réingérence, c'est la guerre en Russie, c'est la guerre en Ukraine. Mais juste terme. une chose, vous ne voulez pas reconnaître qu'il y a aujourd'hui une guerre hybride. Il y a la guerre en Ukraine qui est la guerre avec des canons, des missiles, des bombes. On le reconnaît. Et il y a la guerre hybride que vous menez à Moscou. La guerre hybride avec des opérations de désinformation et de propagande comme les cercueils devant la Tour Eiffel. Vous les niez pas, ils existent bien, on les a vus. Ulysse Gosset, ces cercueils-là, cette, disons, installation artistique, si vous voulez, ou une farce, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les vrais cercueils qui peuvent arriver en France massivement. Après l'envoi des troupes françaises en Ukraine. C'est des vrais cercueils. Donc c'est bien un et là, message. C'était un message envoyé. On ne sait pas message du Kremlin. Il faut justement. C'est le message du Kremlin. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Qui a été envoyé par ceux qui voulaient. C'est une guerre hybride. C'est une guerre hybride. D'ailleurs, vous avez employé ce terme au début de notre entretien. Dès le début de l'entretien. Lequel? Guerre hybride? Oui, bien sûr. Nous sommes en état de guerre hybride déclenchée par l'Occident et nous sommes obligés de répondre à cette guerre hybride. Il y a ces accusations d'ingérence russe et il y a ces invectives aussi qui se sont multipliées ces derniers mois de la part du
gouvernement russe à l'égard de la France, sur lesquels on va revenir avec vous, Samy Sfaxi. Absolument. Bonsoir Alice. C'est vrai que ces invectives à l'égard de la France, tout simplement, elles se multiplient. Alors invectives, je le précise aussi, du pouvoir politique russe. Scène surréaliste. C'était au mois de mars sur la télévision publique russienne One. Vladimir Soloviev, un des principaux visages de la propagande du régime de Vladimir Poutine, continuait de déverser sa haine. Et là, il s'en est pris face caméra très violemment à Emmanuel Macron. Regardez cette séquence. Toi, salaud de nazi, héritier de Pétain, tu penses que tu peux frapper la Russie impunément? Dans ce cas, tu n'as rien compris à notre pays. Tu n'es pas un héritier de De Gaulle, tu ne vaux même pas la moitié de De Gaulle. Tu n'es qu'une vraie merde. Alors les attaques contre le président français ne se cantonnent pas forcément à cette émission. Regardez ce qu'écrivait Dimitri Medvedev. C'est l'ancien président russe. C'était sur son compte Twitter. Message écrit en français. Je précise, Macron s'apprête à se rendre à Kiev, mais c'est un trouillard zoologique. Je recommande à son bureau de prendre plusieurs caleçons. Il s'est déjà chié dessus. Pauvre France. C'était écrit de cette façon-là, de façon très explicite sur Twitter. Et puis en fait, la dernière en date, c'était la semaine dernière. Elle est beaucoup plus explicite, elle vient de Vladimir Poutine. Il répondait à la possibilité d'autoriser les frappes ukrainiennes sur le sol russe. Écoutez le président russe. Les représentants des pays de l'OTAN, notamment en Europe et notamment dans les petits pays, doivent savoir avec quoi ils jouent. Ils devraient s'en souvenir en tant que pays doté de petits territoires densément peuplés. Et c'est un facteur qu'ils devraient garder à l'esprit avant de parler d'une attaque sur le territoire russe. En général, cette escalade constante peut entraîner de graves conséquences. Merci Samy Sfaxi pour donc toutes ces déclarations qui, là pour le coup, sont assez explicites et assumées. Dmitri Medvedev, est-ce qu'il n'a pas commis une erreur? Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin? Mais en fait, c'est une très vieille citation que vous avez trouvée sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas commenter son avis privé, ses émotions. Difficile de commenter les émotions des gens. Donc là, c'est quand même le numéro 3 du régime, quasiment. Hein. Il est membre du Conseil national de sécurité. Tout d'abord, mon pays n'est pas un régime. C'est le numéro 3 du pouvoir en Russie, si vous préférez. Oui, je préfère. Mais bon, je veux dire, je ne suis pas un commentateur des pensées privées et des émotions de quelqu'un. Non, mais c'est public. Laissons ça. Monsieur Medvedev, c'est à vous d'interpréter ce qu'il a dit. Vous prenez vos distances par rapport à lui. Je prends mes distances par rapport aux avis, aux opinions privées. Vous allez rester pendant les JO à Paris? C'est une très bonne question, hein, parce que oui, je pose que de bonnes questions, hein, ça fait plaisir. Ça, c'est vrai, vrai. Je vous remercie d'y répondre. En principe, je vais rester peut-être, mais je ne sais pas s'il y a des compétitions qui m'intéressent. Mais au JO, justement, sans les sportifs russes, je ne sais pas. Au JO, justement, le président français a proposé une trêve olympique. Poutine l'acceptera-t-il? Et sinon, pourquoi? Non, mais la trêve olympique qui servira à quoi? Notamment pour fournir encore plus d'armes aux Ukrainiens, pour fournir encore plus de conseillers militaires aux Ukrainiens et pour les préparer mieux pour les attaques. C'est donc non, vous aviez déjà répondu, donc pas d'évolution à ce sujet. Merci Alexander Makogonov d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux.